L'école, quand j'ai commencé à décrocher, vraiment, au début c'était hyperactif, après on faisait rigoler les camarades, et en grandissant, ça prend de plus en plus d'ampleur, on décroche de plus en plus, on vient plus en cours. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai travaillé toute ma vie dans le monde du textile et habillement jusqu'à mes 28 ans et j'ai monté ma boîte par la suite d'imperméables fabriqués à partir de bouteilles en plastique qui s'appelle Flotte. Mickaël, t'es né en France, t'as grandi à Bobigny. C'est comment de grandir à Bobigny ? Grandir à Bobigny, si tu veux, vis-à-vis de mes parents, à l'époque, c'était merveilleux. En banlieue parisienne, on était dans une genre de cité, mais à l'abri des véhicules, un peu monté sur dalle en fait. Donc il y avait un parc, les enfants jouaient en bas, c'était assez sympa. J'ai connu une enfance assez agréable avec mes parents, avec ma famille. Tout ça, c'était assez sympathique à mon époque en tout cas. Tes parents sont nés en France également ? Mes parents, non. Mes parents sont arrivés en France dans les années 80 sous l'ère Mitterrand. Ils avaient émigré de Chine pour venir en France. Si on remonte vraiment à la genèse, mes parents viennent d'une région très très petite de Chine qui est entourée entre montagne et mer. Quand la Chine s'est ouverte au monde, cette ville-là, ce village-là, était encore restreint et était encore très fermé. Et dans les années, durant la première, seconde guerre mondiale, il y avait la première diaspora chinoise en France qui a aidé à rebâtir la France et Paris, etc. Et c'était en fait le pont. C'était la première communauté, la diaspora chinoise qui était arrivée en France, faisait le pont avec les personnes de mon village, de mes parents en tout cas. C'est pour ça qu'ils ont atterri ici en France en tout cas. Ils ont fait des petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de moi, etc. Tes parents étaient aussi dans le textile ? Mes parents étaient plutôt, on va dire, oui, dans le textile parce qu'ils fabriquaient, mais dans la maroquinerie, le textile, tout ça, c'était principalement de la main-d'œuvre à l'époque, quoi. Donc quand ils arrivent en France, c'est la terre d'asile, ils trouvent du travail dans les ateliers, ils sont super heureux d'être à Bobigny parce qu'ils trouvent un cadre pour vous élever, vous êtes un peu coupé de la circulation, vous pouvez jouer. Vous avez combien de frères et sœurs ? Moi je suis fils unique, parce que j'étais un enfant assez compliqué quand même. Pourquoi compliqué ? Parce que j'étais hyper actif étant petit, mais ma mère n'avait pas trop le temps de me garder, donc me laissait chez la nourrice, dans une genre de crèche avec plein d'autres enfants. Venait me chercher les soirs ou le week-end, me laissait des fois parfois la semaine. Et à l'âge d'1 an, quelque chose comme ça, je m'étais tiré l'oreille jusqu'à la déchirer. Bon, je sais pas pourquoi. Va savoir, j'avais 1 an, je m'en rappelle plus, hein, moi. Mais j'ai des photos qui l'attestent encore. À partir de ça, elle a compris que j'allais être un enfant assez compliqué à élever. Compliqué, ça veut dire que c'est aussi compliqué à l'école pour te concentrer, t'es hyperactif, t'arrêtes pas de bouger en fait, c'est ça ? Alors ça commence comme ça, hyperactif, j'ai du mal à me canaliser, à me concentrer. Mes parents travaillaient beaucoup, donc quand je rentre à la maison, des fois je suis un peu livré à moi-même, ne parle pas bien français. Donc les devoirs, etc. Je les fais tout seul. Tant que j'y arrive, au bout d'un moment, on n'y arrive plus trop, on décroche de plus en plus. Je suis un enfant des années 90, j'ai été élevé par la télé, les clubs Dorothée, etc., etc. Ça a bercé quand même mon enfance. Également, l'école,
quand j'ai commencé à décrocher, vraiment, au début c'était hyperactif, après on faisait rigoler les camarades, et en grandissant, ça prend de plus en plus d'ampleur, on décroche de plus en plus, on vient plus en cours. Et ces prémices justement d'hyperactivité où tu veux amuser la galerie en classe, où tu es turbulent à la maison, est-ce que tu crois qu'à un moment donné, c'est aussi une manière d'attirer l'attention, d'avoir un besoin de reconnaissance, de dire je suis là, j'existe, et de trouver un peu ta place? Ouais, c'était pour attirer l'attention, se faire des amis aussi, faire l'intéressant. Fils unique, je m'ennuyais vite à la maison à part regarder la télé. Donc quand je sortais dehors à l'école, c'était le côté sociable qui m'intéressait. Donc c'était de pouvoir me faire beaucoup d'amis, rencontrer beaucoup de gens, et ça passait par en étant un peu rigolo, en faisant des blagues, en attirant l'attention sur moi, quoi. Ma mère a une ouverture d'esprit, elle a vite compris, elle a eu vite une ouverture d'esprit parce que elle allait pas réussir à avoir une éducation aussi stricte et traditionnelle avec moi que avec le côté traditionnel classique que d'autres peuvent avoir. En tout cas, je suis vite sorti en fait des sentiers battus qui avaient, en tout cas, et les normes qui avaient, les codes qui avaient de cette tradition chinoise. Surtout qu'en grandissant justement dans une ville comme Bobigny, au fur et à mesure en grandissant, j'ai dû, en fait, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'ai dû au bout d'un moment me faire une place, essayer en fait finalement c'est pas un monde méchant, mais tu es obligé de t'imposer parce que si tu t'imposes pas, tu te fais manger. Est-ce que tu aujourd'hui, toi qui travailles, qui es père de famille, est-ce que avec le recul, tu dis que finalement tes parents, pour eux, le moyen de s'intégrer et puis quelque part de rendre ce que la France leur donnait, c'était avant tout de s'investir dans le boulot? Tu dis tes parents travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de toi, ils te mettaient en nourrice. Est-ce que tu penses que finalement tes parents étaient dans une telle soif de rendre ce que peut-être la France donnait en disant faut qu'on travaille, faut qu'on réussisse notre vie ici au détriment de leur famille? Ouais, clairement oui. Mes parents, ils remercient encore aujourd'hui tous les jours la France de leur avoir donné cette opportunité-là. On vit dans un très beau pays où quand ils sont venus et qui ont dû m'accoucher, on leur a rien demandé. On leur a dit juste on va vous aider, on va tout faire pour accoucher, c'est normal. Que s'ils étaient malades, il y avait la sécurité sociale, etc. Chose qu'ils n'avaient pas dans leur pays d'origine. Et ça, ils en sont très fiers et très contents. Et aujourd'hui, le meilleur moyen pour leur famille, comme pour la France, pour le rendre, c'était de travailler, c'était de s'intégrer, c'était que moi, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais que je reçoive la meilleure éducation possible pour que derrière, en fait, je puisse faire de grandes études et avoir un bon poste et un peu carriériste, voilà quoi. Tu grandis dans un amour patriotique finalement, où tu apprends les valeurs de la France, ils te disent faut aimer ce pays, c'est ton pays, c'est une chance pour toi d'aller à l'école. Très vite, il y a l'échec scolaire, enfin le décrochage. Comment eux le vivent? Au début, très mal. Très mal. Ils me rappellent tous les jours la chance que j'ai en fait de pouvoir aller à l'école, de pouvoir. Après, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'école en Chine, hein, mais la chance que j'ai de recevoir une éducation très ouverte, pas centrée sur elle-même comme on peut en avoir en Amérique, où je peux que entre guillemets l'avenir t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, la chance que ce soit gratuit. Et ils me disent toujours, mets-toi à côté du meilleur de la classe, du premier de la classe, pour justement aller dans son sillage. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ces conseils sont pas arrivés jusqu'à toi? Je pense qu'il y a des caractères de personnes différentes. On est tous un peu différents et que il y a des enfants qui décrochent plus vite, d'autres non. Il y a des enfants qui sont plus attentifs à leurs parents, d'autres qui les écoutent moins, d'autres qui ont besoin de s'affirmer un peu plus jeunes, à arriver à un certain âge où, entre guillemets, la crise d'adolescence fait en sorte que on a envie de se découvrir soi-même et d'avoir son propre chemin et pas forcément faire tout ce que nos parents nous dictent. Et tu dirais que c'est l'école qui n'était pas adaptée, ou c'est juste toi qui n'étais pas adapté à l'école? Je pense qu'il y a deux faits, d'accord. Aujourd'hui, on le remarque de plus en plus que l'éducation nationale est de moins en moins adaptée
en tout cas au mode de vie et à l'entrepreneuriat. Et après, il y a une part aussi de cas personnels, parce qu'il y a des enfants qui réussissent très bien et qui ont de très beaux cursus. Mais c'est vrai que si on veut entreprendre dans la vie, des fois, c'est pas la meilleure manière d'y arriver. À cette époque-là, je me voyais footballeur, chanteur, enfin tous les rêves de gosse qu'on pouvait avoir. Hein. Mais tu brillais en tout cas. Ouais. On te regardait, t'existais, t'avais une reconnaissance. Ouais. Je pense que je cherchais de la reconnaissance. Et c'est pour ça aussi, peut-être que je cherchais à être vu et visible. Il y a l'adolescence, tu te dis, Bobigny, il faut faire sa place. Ça veut dire aussi se faire respecter. C'est quoi, c'était les conneries? Ouais, je faisais beaucoup de conneries, mauvaise fréquentation. On commençait à fumer à l'âge de 13 ans, voilà. Mais c'était moins dur que ce qui en a l'air aujourd'hui. De tout ce qu'on entend parler, à l'époque, ça restait quand même très familial, même si on était dans une cité sensible, ça restait quand même très familial. On se connaissait tous, les parents se connaissaient, etc. Donc on se cachait quand même pour faire nos bêtises. Mais voilà, on faisait des grandes chasses à l'homme entre nous, des chats perchés, mais dans toute la cité, on courait dans tous les étages, on se cachait dans le parking. Et ça, c'était au début quand on était encore, on avait 12-13 ans. Et ensuite, on fait un peu plus de bêtises, on part en groupe. Je me rappelle d'aller au centre Carrefour Avenir qui était à Drancy et on partait tous en équipe pour s'amuser, pour essayer de draguer des filles, etc. On partait à Rosny, au centre commercial Rosny 2. C'était notre sortie en fait pour nous ensemble. Et en fait, finalement, la bêtise appelle la bêtise. Hein, on est en groupe et voilà. Bon, pas de problème avec la police. Non, juste quand on est jeune, on fume un peu de cannabis, de shit, etc. Donc on finit 2-3 fois au poste et quand on rentre à la maison, on s'en veut énormément et on fait plus attention quoi les prochaines fois. Mes parents m'ont beaucoup maudit, mais comme ils travaillaient beaucoup, on les voyait très peu quand même. On les voyait peu. Ils nous grondaient, enfin ils me grondaient et après derrière, ils devaient repartir au travail quoi. Tu penses que tu faisais aussi des conneries pour attirer l'attention là? Non. Non, à ce moment-là, ce serait trouver une fausse excuse de se dire je le faisais simplement pour moi. Je le faisais pour m'amuser, pour me prouver à moi-même que j'étais un adulte, que j'étais voilà, je pense que c'était surtout pour moi. 16 ans, fin de l'école obligatoire, c'est surtout le moment où tu es viré de partout. Ouais, j'ai été viré de 3 collèges différents. C'est une époque où j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Mais bon, la première fois où on se fait virer, on se sent très mal. La deuxième fois, un peu moins. Et la troisième fois, tu sais, même les parents, ils ont un peu abandonné. C'est-à-dire que ça t'a pas servi d'électrochoc. Pour toi, c'était une fatalité. Alors, faut savoir que la première école où je me fais virer parce que tout simplement, je tiens pas assez le niveau, j'ai décroché. D'accord. On me dit que tout simplement, Michael, il a besoin d'être plus encadré, il pourra pas continuer chez nous. C'est à la fin de l'année, donc ça va, c'est assez soft. Ma mère décide de me mettre dans un internat pour être plus encadré. On lui dit voilà, comme ça, il y a des profs qui seront là tout le temps, les études, les devoirs à la fin des cours, etc. Donc je vais dans un internat. La problématique quand on est jeune, qu'on rentre dans un internat, c'est qu'on se retrouve en fait avec toute une bande de copains. Et au lieu de dormir la nuit, on fait le mur. On passe par la fenêtre, forcément, on passe par la fenêtre, on essaie de s'infiltrer dans les classes, dans les gymnases pour foutre le bordel, etc., etc. Donc une fois, premier conseil de discipline, 2 fois, deuxième conseil de discipline, et c'est à la porte. Donc c'est plus un jeu. On se rend pas vraiment compte des risques qu'on prend et la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Pour nous, c'est juste un simple jeu. Et on se fait virer une deuxième fois et en fait on prend de mauvaises habitudes, on a été mal entouré dès le début et après quand on essaie de retourner dans un cursus on va dire dit classique, on n'est plus là en fait, on n'est plus dedans, on s'assoit en classe, on vient avec une feuille et un crayon, on note le cours à peine et en sortant de la classe on déchire la feuille et on le jette dans la poubelle quoi. On rentre avec un sac vide et on part avec un sac vide quoi. À ce moment-là, personne n'a l'idée de t'inscrire par exemple au théâtre? Parce que tu as envie d'amuser la galerie, donc autant... Ma mère m'a beaucoup poussé à m'inscrire au théâtre, c'est vrai. Mais à cette époque-là, non. Pour moi, c'était inenvisageable d'aller réciter du Molière ou voilà des choses comme ça. Non,
Je préférais vadrouiller, rester avec mes copains. Le seul truc que je voulais, c'était aller faire du foot. J'adorais le foot en étant jeune, mais j'avais pas non plus la forme physique et le gabarit. En France, le football, bah forcément, faut être très très grand et très costaud très jeune, faut s'entraîner musculairement et j'avais pas forcément le gabarit, donc c'était pas non plus une issue pour moi. Est-ce que tu dirais qu'à l'époque, tu étais un flemmard en fait? Ah ouais, j'étais un gros flemmard et je le dis fort et à tous mes amis et à tout le monde, le cannabis ça n'aide pas, le shit ça n'aide pas. Le shit, on fume, on a envie que de rester sur sa chaise et rien faire de la journée. Tu le regrettes aujourd'hui le shit? Ouais, je regrette avoir fumé en étant jeune parce que je pense que ça m'a beaucoup ralenti en fait et bloqué. J'ai eu moins de jeunesse quand j'ai atteint 16 ans, 18 ans, même 20 ans vers là, où j'ai commencé à décrocher et j'ai vu que en fait quand certains de mes amis allaient en soirée, en boîte, etc. Et bah moi je préférais rester avec mes potes à fumer et j'ai raté une forme de cette jeunesse là en fait parce que je souhaitais fumer. Ça t'a volé tes années de jeunesse, ton adolescence. Ouais, de fumer ça m'a volé un peu cette jeunesse là. Mais après ce qu'on fumait à l'époque n'est pas ce qu'on fume aujourd'hui, c'est vraiment très différent. À l'époque c'était beaucoup plus doux, aujourd'hui c'est devenu vraiment très très fort. Et tu dis, tu as commencé à essayer de décrocher à l'âge de 20 ans, ça veut dire déjà avant tu te rendais compte que c'était pas forcément l'idéal pour toi et tu avais une difficulté à arrêter, tu peux parler d'une addiction à ce moment-là? Oui, une addiction, mais plutôt je dirais une habitude, ce qui peut être considéré comme une addiction. Mais quand j'ai commencé dans le monde professionnel, j'ai vu la problématique que ça posait, la perte de mémoire, la lenteur, la flemme, de tout le temps tout faire. En fait, au bout d'un moment, si tu veux quand même avancer, tu es dans l'obligation de te remettre en question. Je pense qu'en fait, ma vraie force aujourd'hui, ça a été toujours de me remettre en question. Donc 16 ans, tu es viré de partout. Il se passe quoi? 16 ans, je suis viré, ma mère, elle sait plus quoi faire de moi. Elle me dit soit c'est l'armée, soit c'est... D'ailleurs, je crois à 16 ans, on fait la journée d'appel. Ils essayent fortement de me recruter en me disant voilà, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Je pense que tu peux avoir un avenir chez nous, etc. Donc soit c'est l'armée, soit c'est ma mère, elle me dit bon bah tu vas aller retourner au pays, en Chine, dans mon pays d'origine. Elle me dit pour voir comment ça se passe là-bas, pour essayer d'apprendre au moins le mandarin, parce que économiquement c'est un pays qui va très vite et tu vas pouvoir penser à ce que tu veux faire plus tard. Donc je retourne là-bas. L'armée n'est pas une option à ce moment-là. Ouais, non, l'armée n'est pas une option. Je suis très, enfin, j'ai ma façon de penser. Je me fais très peu embrigader dans une propagande ou dans quelque chose comme ça, en tout cas. Là, il n'y avait pas la flamme des pompes à ce moment-là. Est-ce que la Chine, c'est un vrai choix pour te dire, c'est une clé pour mon avenir. Je vais apprendre une langue, je vais découvrir une autre culture, et puis une culture aussi qui est celle de tes racines familiales. Ou est-ce que finalement c'est le choix de facilité parce que tu te dis putain moi l'armée je ne me vois pas. Non, à ce moment-là en fait j'ai quelques problèmes avec ma vie personnelle et toutes les conneries que je fais. Je me suis fait virer de mon collège, etc. Mauvaise fréquentation et je me dis en fait le seul moyen de couper en fait net, il n'y a pas d'autre choix que et de s'émanciper en fait, c'est de partir dans un endroit où je ne pourrais pas avoir contact en fait avec tout le passé et tout ce qui me retenait en fait. Et c'était ce choix-là qui a fait que partir en fait dans un autre pays m'obligeait, si tu veux, à ne plus avoir ces mauvaises fréquentations-là parce que je n'étais pas là, on pouvait pas dire que je les avais abandonnées ou quoi que ce soit, ne plus être là à fumer tous les jours. Parce que finalement là-bas tu peux pas en trouver et si t'en trouves c'est très dangereux pour toi. Donc là tu fuis les démons finalement, tu arrives en Chine, tu es chez qui? Tu as 16 ans. Donc on m'inscrit à un internat où tu as le cours
que le matin de 9h à 11h30 pour apprendre la langue chinoise parce que je la parle pas du tout. Et l'après-midi, c'est temps libre, il y a rien à faire. Donc moi, finalement, je reste tout le temps dans ma chambre. Et les seuls gens que je côtoie, finalement, ça va être des expatriés, des Belges, des Suisses, voire des Français, parce que c'était les seuls qui parlaient la même langue que moi. In fine, au bout d'un an, j'ai appris l'anglais et pas le chinois. Parce que je passais mon temps les Français et les Belges m'ont présenté à des Américains, à des Australiens, etc. Et on traînait entre groupes d'expatriés quand je sortais un peu. Et finalement, j'ai appris que l'anglais avec eux et les Chinois, je suis revenu avec que dalle. Donc là, au bout d'un an, tu reviens en France? Alors, ma mère voulait que je reste une deuxième année. Parce que je n'avais pas réussi à apprendre le chinois et moi ça y est, je pensais que j'avais pris en maturité pendant un an, j'ai eu le temps de réfléchir enfermé dans ma chambre, donc je décide de revenir et je fais le souhait en tout cas de revenir en France. Cette année loin de tes parents, c'est comment émotionnellement? Tu le vis comme une punition ou vraiment comme une chance? Non, je le vis pas comme une punition. Cette année, loin de mes parents et de ma famille, je le vis pas comme une punition. Je le vis peut-être plus comme une chance de mûrir, une chance de grandir, de prendre des responsabilités seul, de vivre seul à 16 ans, de devoir s'occuper de son linge, de devoir gérer son portefeuille, de devoir faire ses courses, de devoir se dire je me lève pour manger à telle heure. Enfin, ça nous responsabilise tout de suite. Donc en fait, cette année-là, si tu veux, c'est 3 ans peut-être de vie que j'aurais pu faire en France, quoi. C'est pour tes parents aussi un investissement financier important que d'envoyer son enfant à l'internat. Oui. Tu en as conscience à ce moment-là du sacrifice, de l'effort qu'ils font? J'en ai pas conscience à cette époque-là. J'en prends conscience, je pense, à l'âge de 28, 30, enfin ces dernières années-là, parce que moi qui ai aujourd'hui 2 enfants, je me rends compte de tous les sacrifices que moi je fais, l'acharnement dans le travail que je peux avoir pour pouvoir leur offrir tout ce dont ils ont besoin, mais l'école, l'éducation, etc. Et à l'époque, on s'en rend pas compte en fait. Tu rentres en France, ça se passe comment le retour dans l'univers familial, le retour à Bobigny aussi? Oui. Alors je rentre en France, ma mère décide direct de déménager. On déménage, on part de Bobigny pour s'installer dans Paris. Pour justement casser cette fréquentation. Elle veut pas que je retrouve mes anciens démons, etc. Ce qui est finalement une bonne chose. Je reviens, elle m'aide à trouver un boulot de manutentionnaire tout simplement pour porter des cartons, préparer des commandes, etc. Et ce qui m'amène en fait à rentrer directement dans le monde professionnel. Et c'est là où l'histoire elle devient super intéressante. C'est dans le textile? C'est dans le textile. Ce qui est bien quand on est jeune et qu'on travaille à l'âge de 18 ans, 17, 18 ans, tu vois, c'est qu'on touche nos premiers salaires. Et même si on touche le SMIC, on a nos potes qui sont encore à l'école et nous, en fait, on est riches, quoi. Concrètement, on sort, on va au bar, on peut tout se permettre d'acheter, on achète nos premières fringues, on demande plus de l'argent à papa, maman. Et là, c'est encore une certaine forme de liberté et qu'on a vis-à-vis de notre entourage et de nos amis. C'est un nouveau départ, mais tu achètes encore du shit à ce moment-là? Ouais, un peu, mais beaucoup ralenti. J'ai beaucoup ralenti et justement, c'est le monde professionnel qui a fait que ça collait plus. Et je suis plus obligé de demander de l'argent à mes parents pour ma consommation ou des choses comme ça. Et de toute façon, j'en ai plus trop envie parce que ma fréquentation commence à changer. Je coupe un peu les ponts, on va dire, avec mes amis avec lesquels je passais mon temps, en tout cas, à fumer, etc. Et finalement, je trouve d'autres passions. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.